Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Virtua. Virtua est un jeu de Pascal Ribaud et il est édité par Super Meeple. Il doit être disponible à partir d'aujourd'hui, le 3 décembre 2021. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, des durées de partie d'environ 30 minutes par joueur à partir de 14 ans. Dans le jeu, les joueurs incarnent des familles italiennes à la fin du XVe siècle. Ils vont guerroyer, annexer des villes, commercer, intriguer et plein d'autres choses pour essayer de gagner la partie. C'est un jeu de création de roues. En effet, grâce à des cartes, ils vont pouvoir faire différentes actions avec tout un système assez intelligent. Le thème est très présent dans ce jeu. Dans cette vidéo, je vais aborder les règles de 3 à 5 joueurs, pas entièrement dans le détail, mais vous faire une grosse présentation. Il y a des règles spécifiques à 2 joueurs qui donnent un côté un petit peu plus wargame et encore plus tactique au jeu. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve pour la mise en place ainsi que le matériel. Avant de commencer, je n'ai pas cité les illustrateurs au début de la présentation, donc je vais le faire maintenant. Les illustrations sont de Roma Guesca, Sveta Pikul, Alena Stefanova et Fabrice Weiss. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom. Donc pour la mise en place, vous allez commencer par mettre le plateau Italie au centre de la table, sur le côté en fonction du nombre de joueurs. Ici, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Vous allez créer un marché avec les cartes personnages, en empilant les cartes de personnages identiques. Vous placez les tuiles cité neutres, celles qui n'ont pas de blason, à portée du plateau. Vous placez les 9 cartes patronage ainsi que la tuile à portée du plateau. Ici, vous placez les tuiles cathédrales avec les jetons, et là-bas, les différentes tuiles titres. Il y a duché, république, c'est des tuiles que vous pourrez acheter également. Vous faites une pile avec les 10 cartes indulgence, une réserve avec les jetons de guerre, ainsi qu'avec les florins. Chaque joueur va disposer à sa couleur d'un plateau personnel que l'on appelle palais, de 3 cartes famille, d'un marqueur d'action, de 2 tuiles qui représentent ses cités de départ, qu'il place dans une zone au-dessus du plateau qu'on va appeler le domaine. Vous reconnaîtrez à chaque fois les tuiles de cité de départ. Elles ont le blason de la famille que vous avez choisi. 18 disques de contrôle. Vous en placez un sur chaque cité de départ, un sur l'ordre du tour, et un au début de chaque piste, patronage et cité. Chaque joueur a également 6 troupes. Il en place 2 sur ses cités de départ. Les autres pourront, quant à elles, être recrutés plus tard. 5 meeple agents. Donc les meeple agents ne sont pas comme ça normalement. Ils étaient absents en boîte, mais rassurez-vous, ils seront dans la vôtre. Donc j'ai pris ça comme moyen de substitution. Vous commencez avec 2 agents, les autres sont mis de côté, vous pourrez les récupérer plus tard. Chaque joueur commence également avec un florin, ainsi qu'une aide de jeu. Les aides de jeu sont faites comme ça, sont très bien faites, elles résument très bien l'ordre du tour, toutes les différentes actions. C'est très sympa et c'est pratique à avoir à côté de soi pendant la partie. En fonction du nombre de joueurs, les couleurs vont être définies. C'est-à-dire que par exemple, là, pour une mise en place à 3, les cités jouées vont être Florence, qui est en rouge, Naples en jaune, et Venise, qui est en vert. Certaines cités ne sont pas en jeu. C'est pour ça qu'il y a ces jetons-là sur le plateau. Elles indiquent que ces cités ne sont pas disponibles lors de cette partie-là. Il y a également certaines tuiles à retirer. Il y a un encart dans les règles très bien fait à cet endroit-là qui va vous expliquer comment faire la mise en place en fonction du nombre de joueurs et les couleurs présentes. Et pareillement, pour les cartes famille, il y en a 5, mais vous commencez qu'avec 3. Celles avec le symbole de joueur ne servent que lorsque vous jouez à 2. Donc prenez bien ces cartes-là. Pour déterminer le premier joueur lors du premier tour, vous le faites au hasard. Puis ensuite dans le sens horaire pour placer les pions comme ceci, et après au cours de la partie, l'ordre va changer en fonction de diverses choses. Virtua va se jouer en plusieurs tours que l'on appelle année. En commençant par le premier joueur, chaque joueur effectue une action, on joue dans l'ordre du tour défini par la piste. Chaque tour est divisé en 2 phases. Une phase de printemps, où les joueurs vont effectuer leurs actions, résoudre des sièges, on redéfinit l'ordre du tour, puis on passe à une phase d'hiver, au cours duquel les joueurs vont payer les soldes des troupes, réorganiser leur palais, acheter des cartes ou des tuiles, recruter et effectuer des alliances avec les puissances étrangères. La partie va se terminer à l'issue d'une phase de printemps si une des conditions suivantes est remplie. Toutes les cités sont contrôlées par les joueurs, il n'y a donc plus de cités neutres. Un joueur est arrivé à la fin de la piste cité, ou un joueur est arrivé à la fin de la piste patronage. Le joueur avec le plus de points de prestige remporte la partie. Vous allez remporter des points de prestige de différentes manières, en contrôlant des cités, selon votre travassement sur la piste de patronage, votre niveau d'influence religieux, des trophées militaires que vous allez récupérer. Certaines cartes vont également vous donner des points, et vos alliances avec les puissances voisines peuvent vous en remporter. Une partie se joue généralement une quinzaine de points. Avant de rentrer plus en détail dans les règles, je vais vous parler de quelques principes du jeu. Comme je vous disais, chaque joueur possède un plateau personnel que l'on appelle le palais. Le palais est composé de plusieurs salles. Chaque joueur a les mêmes actions, mais elles ne sont pas forcément réparties de la même manière. Les plateaux sont asymétriques. C'est avec ces salles que vous allez effectuer les différentes actions du jeu. Et sur le côté,
vous trouvez des antichambres, des alcôves. Vous allez pouvoir placer des cartes. Celles en filigrane comme ceci ne sont pas disponibles au début de la partie. Vous allez les débloquer selon certaines actions en récupérant certaines cartes. Il n'y a que ces trois-là qui sont disponibles au début. Ensuite, pour les cartes. Les cartes ici ont un coût que vous devez payer pour les acheter. Et ici, le bas-relief indique les ressources qui vont être disponibles avec ces cartes. Bien entendu, vous ne pouvez prendre, lorsque vous utilisez les ressources, qu'une des deux, pas les deux. Pour les différentes tuiles, c'est pareil. Ici, il y a le coût et les ressources qu'elles peuvent vous rapporter. Les cartes d'un joueur s'utilisent de trois manières différentes. Vous allez pouvoir, si elle a le symbole action, la placer sur une salle du palais, ce qui peut remplacer une action, parce que par exemple, si je décide de placer cette carte-là, je pourrais faire j'aurai deux fois l'action annexée, mais ce qui est en dessous n'est plus disponible. Vous pouvez placer une carte en dessous d'une carte comme ceci, pour améliorer, pour avoir ces ressources-là disponibles ainsi que celles-là. Et finalement, vous pouvez placer les cartes dans les antichambres comme ceci, pour les utiliser pour les ressources. Les cartes d'amélioration, vous ne pouvez en placer qu'une en dessous d'une carte. Et pour placer une carte sur une salle, il faut qu'il y ait un symbole d'action sur celle dernière. Donc, lors de la mise en place, vous avez vos trois cartes famille. Avant de commencer, vous les placez comme vous voulez sur votre palais, en respectant les règles de pose. Vous ne gardez jamais de carte en main. Par exemple, là, je pourrais décider de poser cette carte-là. Celle-là, étant donné qu'elle n'a pas d'action, je ne peux pas la mettre dans une des salles, je pourrais la mettre ici. Et je pourrais mettre celle-là ici, ou même là, pour avoir deux fois l'action patronnée en disant que je vais partir sur ce genre de stratégie au début. Vous allez pouvoir également utiliser les tuiles et les cartes pour des ressources. Durant le jeu, vous allez être amené à payer des coûts, que ce soit lors de vos actions ou lors des différents achats. Les coûts vont être exprimés en florins ou en symboles ressources. Lorsque vous devez payer des florins, ils sont payés depuis la trésorerie du joueur. Les symboles florins des cartes qui sont dans les alcôves ou sur les tuiles du domaine sont utilisables à tout moment, même en dehors d'une action ou lors du tour d'un autre joueur. Ce qui vous permet de récolter des florins que vous prenez de la réserve générale pour votre réserve personnelle lors du tour d'un autre joueur ou lorsque vous faites une action différente. Lorsque vous utilisez les tuiles ou les cartes dans les alcôves pour les ressources, vous les retournez sur leur face ressources épuisées. S'il y a des symboles florins sur les cartes qui sont placées dans votre palais, vous ne pouvez les utiliser que lorsque vous faites l'action en question. Vous ne pouvez pas, car les cartes ici ne seront jamais retournées. Les symboles ressources autres que les florins ne sont pas stockés et doivent être utilisés immédiatement. Les symboles sur une carte action ou en amélioration ne peuvent être utilisés que pour payer le coût de l'action de la salle où vous allez vous trouver. Donc ça, c'est pour les grands principes du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule le tour de jeu. Donc on commence par une phase printemps. C'est à ce moment-là que vous allez déplacer votre marqueur de une ou deux cases dans le sens horaire sur votre plateau. Pour le premier tour, vous allez respecter l'ordre du jeu. Et chaque joueur va le placer sur la salle de son choix et effectuer l'action. Pour tous les printemps suivants, le joueur actif devra déplacer obligatoirement son marqueur d'action de une ou deux salles dans le sens de l'aiguille d'une montre. Si vous souhaitez vous déplacer de plus de deux salles, vous pouvez payer 2 florins pour avancer d'une salle supplémentaire. Vous ne pouvez faire ça qu'une seule fois. Et si sur une des cartes que vous avez ou des tuiles, il y a un symbole flèche, comme on retrouve ici, vous pouvez dépenser la tuile pour avancer d'une case supplémentaire. Imaginons que je sois ici. Je fais donc l'action qui est présente là. Ensuite, ça revient à moi, au tour suivant, et je vais me déplacer, disons, de 2. Et comme vous voyez, ici, il y a des symboles. Lorsque vous déplacez avec votre marqueur ces symboles-là, toutes les cartes d'un côté du plateau, qui sont sur leurs ressources épuisées, se remettent sur leurs ressources disponibles. Vous visitez vos courtisans. Il y a 6 actions possibles dans le jeu. Il y a l'action de gouverner. L'action de gouverner vous permet de retourner sur la face ressources disponibles des tuiles de votre domaine se trouvant sur la face ressources indisponibles et de réactiver les bonus d'alliance qui sont ici. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Le coût de l'action est soit des couronnes ou soit des croix. Vous retournez jusqu'à 2 tuiles sur leur face ressources disponibles par couronne ou croix payée. C'est-à-dire, imaginons que l'on soit comme ça et que je me retrouve ici. Je fais donc l'action de gouverner. Ici, il y a déjà une ressource de disponible, je peux donc la dépenser. Je dépense une couronne pour retourner ces 2 tuiles. Vous pouvez dépenser plus de couronnes si vous avez plus de tuiles à retourner. Ensuite, il y a l'action de patronner. L'action de patronner vous permet de progresser sur la piste de patronage. Le coût est des couronnes ou des croix ainsi que des florins. Vous allez payer le coût correspondant pour monter d'un niveau. Par exemple, je voudrais monter ici. Je paie 2 florins ainsi qu'une couronne ou une croix. Au rang 2 et 4, vous allez récupérer des bonus de patronage. Les bonus de patronage, ce sont ces cartes et cette tuile là-bas. Ce sont des cartes qui vont vous donner des bonus et ils se divisent en 2 types.
il y a des œuvres et des artistes. Vous ne pouvez avoir qu'un seul artiste et qu'une seule œuvre. C'est-à-dire que si vous avez d'abord pris un artiste, la fois d'après, vous devrez prendre une œuvre. Ensuite, il y a l'action de commercer, que vous trouvez ce symbole-là, donc c'est avec une carte que vous pouvez le récupérer sur ce plateau-là, par exemple. L'action de commercer, vous allez collecter 2 florins par bateau que le joueur utilise. C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai placé ma carte ici, je fais l'action de commercer qui a remplacé ici l'action d'intriguer. Il y a le bateau qui est disponible, je le dépense, je gagne 2 florins. Ici, nous avons l'action d'annexer. L'action d'annexer va vous permettre de prendre le contrôle d'une cité neutre par la diplomatie. L'action coûte des couronnes et des bateaux dans certains cas. Le nombre de couronnes à payer va dépendre de la valeur modifiée de la cité. Ici, toutes les cités ont une valeur, qui est leur valeur de base. Si vous avez placé un de vos agents dans la cité, cette valeur est diminuée de 1. Si c'est un agent adverse, la valeur de la cité est augmentée de 1. Vous devez donc payer un nombre total de couronnes strictement supérieur à cette valeur. Et ensuite, vous placez un disque de contrôle sur la ville et vous prenez la tuile correspondante que vous placez dans votre domaine. C'est-à-dire que si je voulais contrôler Sienne, je devrais payer 4 couronnes, je place mon disque de contrôle et je prends la tuile. Quand je récupère une tuile d'une cité, je la place sur le côté ressources disponibles. Pour annexer une ville, il y a une restriction. Il faut que la ville soit connectée par une route à une ville que vous contrôlez déjà. Par exemple, je ne pourrais pas venir annexer ici. Vous pouvez également annexer des ports. Cela va vous coûter des bateaux en plus. La cité doit être également un port. Vous partez d'un port vers un autre port et vous payez un bateau par mer traversée. Par exemple, en partant d'ici, je pourrais annexer cette ville-là, une mer, 2 mers. Les mers sont séparées comme ceci, donc 2 bateaux et 2 couronnes. Vous reconnaîtrez les ports, il y a le symbole ancre. Lorsqu'il y a le symbole pirate, ce sont des ports pirates, vous ne pouvez pas les annexer. Ensuite, vous avez l'action de guerroyer. Vous allez déplacer des troupes et initier un ou plusieurs sièges afin de tenter de prendre le contrôle par la force d'une cité, neutre ou contrôlée par un adversaire. Vous allez pouvoir déplacer ces troupes, qui sont représentées par les meeples, en utilisant la cavalerie ou des bateaux. Par symbole de cavalerie que vous dépensez, cela vous permet de déplacer une troupe le long d'un tronçon de route entre 2 cités voisines. Par exemple, en dépensant une cavalerie, je pourrais déplacer cette troupe jusqu'ici. Elle reste pour l'instant à cet endroit-là. Il est possible de déplacer une troupe à travers plusieurs routes en payant un nombre de cavaleries. Et comme pour annexer, vous pouvez payer des bateaux pour aller d'un port à un autre. Vous pouvez tout à fait également déplacer plusieurs troupes en payant pour chacune les symboles nécessaires. Si une ou plusieurs troupes sont déplacées vers une cité neutre ou contrôlée par un adversaire, le déplacement s'arrête immédiatement. C'est-à-dire que là, je ne pourrais pas continuer. Mais imaginons que plus tard dans la partie, cette cité est à moi, je suis toujours ici, je pourrais me déplacer une fois comme ça, et une deuxième fois. Cela me coûterait 2 cavaliers. Pareil pour ici, 1 et 2 cavaliers. À ce moment-là, un siège aura lieu après la résolution de la fin du printemps. Les sièges se font plus tard. Vous laissez les troupes à cet endroit-là. Ensuite, il y a l'action d'intriguer. Vous allez pouvoir placer, déplacer ou éliminer des agents. Le coût de l'action, ce sont des masques. Pour chaque symbole masque utilisé, vous allez pouvoir au choix, soit placer ou déplacer un agent sur une cité qui n'en contient pas, placer ou déplacer un de vos agents sur la salle d'un palais qui n'en contient pas, placer ou déplacer un des agents sur une alliance qui n'en contient pas encore. Ou vous pouvez également retirer un agent adverse n'importe où en jeu. Vous commencez la partie en fonction de votre famille avec 2 ou 3 agents. Ce sont des sortes d'espions. Vous allez pouvoir récupérer des agents avec l'achat de certaines cartes ou lors d'un bonus de patronage, mais vous ne pouvez jamais en avoir plus que 5. Chaque cité, chaque alliance, chaque salle ne peut contenir qu'un seul agent à la fois. Si un agent adverse est déjà présent là où vous voulez en poser un, vous devez dépenser un masque pour le retirer, puis placer le vôtre, ce qui vous coûterait donc 2 masques. Quels sont les différents effets d'un agent? Si un agent est placé sur une salle d'un palais, vous placez donc ça sur un palais adverse. Cette salle du palais ne peut plus être utilisée et l'action ne peut plus être faite. La seule exception, c'est si cette salle dispose de l'action intriguer, elle peut tout de même être entreprise à condition d'utiliser le premier symbole masque pour retirer l'agent. Si un agent est sur une cité, un agent présent sur une cité neutre en modifie la valeur en raison de 1 en faveur de son propriétaire et en défaveur de 1 pour tous les autres joueurs, que ce soit lorsque vous annexez une ville ou lorsque vous faites un siège. Un agent d'un joueur présent sur une alliance donne une réduction de coût de 1. Vous choisissez le symbole que vous payez en moins. Si ce sont le coût des alliances. Mais ce sera plus de sens quand je vous expliquerai les alliances un petit peu plus tard. Si par exemple, vous placez un agent alors qu'une alliance est déjà conclue par un autre joueur, vous l'empêchez d'utiliser le bonus qui est indiqué à côté. Donc ce sont les 6 actions que vous pouvez faire lors de votre phase. Une fois que chaque joueur a fait son action, on va passer à la fin du printemps.
C'est à ce moment-là que nous allons résoudre les sièges. Un joueur entreprend un siège s'il dispose d'une ou plusieurs troupes autour d'une cité, qu'elle soit neutre ou contrôlée par un autre joueur. On commence par le premier joueur et on suit l'ordre du tour pour résoudre les sièges. Il peut y avoir plusieurs sièges lors d'une fin de printemps. Lors de la résolution des sièges, vous pouvez dépenser des bonus jetons de guerre que vous avez acquis grâce aux cartes. L'annonce de l'utilisation des bonus se fait bonus par bonus et joueur par joueur. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un bonus, je dis je l'utilise, à mon adversaire de dire s'il en utilise un ou pas, et quand tout le monde passe, on va résoudre. Une fois que cela est fait, on va évaluer les forces respectives de chaque combattant. Pour l'assiégeant, il a +1 par troupe représente, et +1 par bonus de guerre utilisé. L'assiégé, lui, à la base, la valeur de la cité, -1 si un agent du joueur assiégeant est présent, une cité neutre à +1 si un agent autre que celui du joueur assiégeant est présent, une cité qui est contrôlée par un joueur, elle a +1 par troupe présente de ce joueur, et +1 par bonus de guerre utilisé. Pour la résolution, le joueur attaquant est victorieux si sa force de combat est strictement supérieure à celle de son adversaire. Si la cité avait une force de combat finale de 3 ou plus, l'assiégeant perd d'office une troupe. Ensuite, dans tous les cas, l'assiégeant perd en plus autant de troupes qu'il avait de troupes en défense. Quant à l'assiégé, quel que soit le nombre de ses troupes, il les perd toutes, il n'y a pas de survivants. Les troupes perdues retournent dans la réserve du joueur, il pourra les recruter plus tard. L'assiégeant prend alors le contrôle de la cité, il place un de ses disques de contrôle et obtient la tuile de la cité. Si la cité était contrôlée par un joueur, il prend également un disque d'un autre joueur qu'il place ici comme un trophée militaire. Vous ne pouvez avoir qu'un seul trophée par joueur adverse. Donc là, par exemple, je pourrais avoir qu'un trophée pour le jaune et qu'un trophée pour le vert. Si le joueur attaquant ne réussit pas à obtenir une force supérieure, il va alors subir une défaite. Il perd une troupe. Il doit ensuite replier ses troupes restantes vers une cité sous son contrôle, directement voisine, sans avoir besoin de dépenser la cavalerie. Je vais vous montrer quelques exemples pour que cela soit plus clair. Imaginons que l'on soit dans cette situation-là. J'ai déplacé un agent, j'ai déplacé mes troupes, et j'ai un bonus de guerre que j'ai acquéri avec une carte. Ma force est de 2, les troupes, +1 le bonus de guerre. Donc je suis à 3. Si elle a une force de 3, mais comme j'y ai placé un agent, elle a -1, donc c'est 2, 3 contre 2, je suis supérieur, je gagne. Je place donc, ici, un disque de contrôle et je prends la tuile de la ville. À chaque fois un joueur prend ou perd le contrôle d'une cité, que ce soit lors de l'action d'annexer ou d'un siège, vous ajustez le nombre sur la piste de cité. Si un marqueur est déjà présent, vous vous mettez au-dessus. Si vous arrivez à l'espace 5, vous libérez un espace sur votre plateau pour ajouter des cartes. Une fois que tous les sièges ont été résolus, puis toutes les retraites éventuelles effectuées, le nouvel ordre du jeu est déterminé selon l'ordre décroissant du nombre de cités contrôlées, c'est-à-dire celui qui contrôle le plus de cités va dorénavant jouer en premier. Imaginons que l'on soit comme ça. Le nouvel ordre du tour serait donc, et donc ça serait le joueur vert, le joueur rouge et finalement le joueur jaune. C'est le nouvel ordre du tour. Une fois que ceci est fait, on va passer à la seconde phase du tour, qui est la phase d'hiver. Suivant le nouvel ordre du tour, on va effectuer les actions suivantes. Vous allez devoir payer la solde de vos troupes. En fonction du nombre que vous en avez, cela va vous coûter plus ou moins de florins. Vous allez pouvoir réorganiser les cartes de votre palais, c'est-à-dire que vous réorganisez les cartes une par une. Par exemple, imaginons que je sois comme ça. Lors de leur réorganisation, je pourrais décider de faire comme ça, et elle, par exemple, la mettre ici. Vous faites carte par carte. Si vous avez mis une amélioration sous une carte et que vous déplacez la carte action, il faut absolument qu'il y ait une action sur la carte. Une carte comme ceci ne peut jamais rester sur une salle du palais, car il n'y a pas de symbole action. Ensuite, vous allez pouvoir acheter des cartes et des tuiles en payant le coût. Donc les cartes que vous pouvez acheter sont celles qui sont disponibles ici et les tuiles qui sont là-bas. Vous avez des tuiles titres qui sont des duchés et principautés. Vous prenez alors la tuile qui correspond à votre couleur et à votre blason. Il y a également des tuiles royaume et république, mais vous pouvez n'avoir qu'une seule des deux, les deux régimes n'étant pas compatibles. Ici nous avons les tuiles royaume, ici le coût. Principauté de Venise, il n'y a que le joueur vert donc qui peut acheter la principauté de Venise. Vous pouvez également acheter des cathédrales. L'achat d'une cathédrale n'est possible que si le joueur contrôle une cité de valeur 3 ou 4, de base, sans modification. Lorsque vous achetez une cathédrale, vous la prenez. Par contre, c'est les seules tuiles qui arrivent côté face épuisée, et vous placez un des jetons cathédrale sur la ville en question. Vous pouvez recruter de nouvelles troupes également. Vous pouvez recruter une troupe dans une des cités de départ, donc qui est sous son contrôle avec votre blason. Cela vous coûte 1 florin, tandis que si vous recrutez dans une cité annexée, cela vous coûte 3 florins, cité annexée ou conquise. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir conclure des alliances. Les puissances majeures ne peuvent être alliées qu'à un seul joueur à la fois. Le coût est indiqué ici. S'il y a un agent placé sur cette alliance, et qu'elle n'est pas encore conclue par un autre joueur, on place alors un disque du joueur sur l'emplacement de gauche de cette alliance pour signifier qu'elle est conclue. Et plus tard, vous allez pouvoir
dépenser, vous allez pouvoir déplacer votre jeton de contrôle pour, lors de votre tour, utiliser un des bonus qu'il est indiqué ici. Si le joueur dispose d'un agent sur une alliance conclue par un joueur adverse, vous pouvez la renverser. C'est-à-dire que si le joueur vert avait l'alliance ici et que moi j'ai mon agent, je peux renverser l'alliance. Je paye le coût normal, sans réduction, et j'enlève le disque du joueur et je mets le mien à la place. Lorsque j'utilise le bonus d'alliance, comme ceci, imaginons que je l'ai utilisé, c'est lors de l'action de gouverner que je peux dépenser une couronne ou une croix pour réactiver le bonus. Et donc je remets le jeton comme ceci. Au printemps et en hiver, vous pouvez également solliciter une indulgence. Une indulgence vous permet de bénéficier soit d'une couronne ou de 3 florins, mais par contre, vous devez le placer sur une salle de votre plateau, et l'action en dessous, ou les cartes, ne sont plus disponibles. Lorsque vous allez redépasser, vous arrêtez sur l'indulgence, vous allez pouvoir payer une croix ou 2 couronnes pour l'enlever. Si vous gardez des indulgences sur votre plateau, cela vous enlève 1 point à la fin de la partie. Donc la partie touche à sa fin lorsqu'à l'issue du printemps, une des conditions que je vous disais est remplie. Toutes les cités sont contrôlées, un joueur est arrivé à la fin de la piste ici, ou à la fin de la piste là. Tous les joueurs finissent leur année en jouant une dernière phase d'hiver, et ça sera la fin du jeu. Et on fait un décompte. À la fin de partie, vous allez marquer des points pour le contrôle des cités. Les points sont indiqués ici. Un bonus supplémentaire de 1 point est attribué aux joueurs qui sont les plus avancés sur la piste. Marquez des points de patronage en fonction de votre avancement. Les joueurs les plus avancés marquent également 1 point. Les cartes ou les tuiles où le symbole du point de victoire est présent vous rapportent les points indiqués. Vous allez marquer des points d'influence religieuse. Vous faites le compte de tous les symboles croix que vous avez accumulés. Celui qui en a le plus en fonction du nombre de joueurs va marquer des points. Le prestige militaire. Donc à chaque fois que vous avez combattu contre un adversaire, vous pouvez prendre un trophée par adversaire. Chaque trophée vous rapporte 2 points. Si vous avez une alliance, vous marquez 1 point. Vous faites le total et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, le départage se fait en additionnant le nombre total de couronnes présentes dans le domaine et sur le palais. Donc voilà pour Virtu, un jeu de création de roues qui est vraiment très sympa. Donc il y a vraiment beaucoup d'interactions. Il faut vraiment prévoir ses coups 2 ou 3 tours à l'avance. Et c'est de ne pas se faire surprendre par l'action d'intriguer des adversaires qui peut vraiment vous mettre un sacré coup. On va aller chercher des cartes pour améliorer, pour pouvoir faire plusieurs fois la même action d'affilée, par exemple. C'est vraiment dense, c'est vraiment un jeu très intéressant, une grosse courbe d'apprentissage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle en a plus appris sur le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne qu'on discute du jeu. Sur ce, je vous souhaite bonne partie et bon jeu!